Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue-tu? Aujourd'hui, on va regarder un jeu qui rentre dans la catégorie des jeux qui sont assez longs. Ce jeu, c'est le 64e meilleur jeu selon BGG et c'est aussi le numéro 2 selon BGG. Je parle ici de Teotihuacan. Donc Teotihuacan, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs qui va se jouer en environ 2 heures. Là, je sais à quoi vous pensez. Vous vous dites, un jeu de 2 heures, la vidéo est genre 30 minutes, j'ai pas le temps de faire ça. Mais croyez-moi, prenez le temps, ce jeu vaut vraiment la peine et puis je vais vous expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Justement, comme je vous dis dans toutes mes vidéos, si vous savez déjà comment jouer à Teotihuacan, allez directement à la fin de la vidéo où je parle de On joue-tu, où je donne ma critique de ce jeu. Et puis même pour les autres, si vous avez déjà fait une partie mais qu'il y a des règles qui n'étaient pas claires, j'ai bien délimité chaque section de ce tutoriel, donc vous pouvez sauter directement à la section que vous avez besoin d'aide. Sinon, pour les autres, comme d'habitude, on va regarder la mise en place de Teotihuacan, ensuite je vais vous montrer comment jouer, puis à la fin, je vais vous répondre à la question « On joue-tu à Teotihuacan ?» Lorsque vous mettez le jeu en place, vous allez trouver ces grandes plaquettes, mais sachez que pour votre première partie, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les laisser dans la boîte. La seule chose que vous allez faire, c'est sortir justement ce grand plateau de jeu. Puis vous allez le poser sur la table. Une fois que vous aurez fait une ou deux parties, vous pourrez justement modifier le plateau de jeu avec ces tuiles, mais pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc comme j'ai dit, on les laisse dans la boîte. Donc pour la mise en place de Teotihuacan, on va commencer par venir dans cette section-ci du plateau de jeu. Donc on va prendre le petit marqueur blanc et le mettre sur la case 0, et puis le marqueur noir, on va le mettre sur la case 12 si vous êtes à 2 joueurs, 11 si vous êtes 3 joueurs et 10 si vous êtes 2 joueurs. Vu que moi je mets en place une partie pour 4 joueurs, je vais le laisser sur le 12. Ensuite, vous allez mettre les bâtiments sur la ligne des bâtiments ici en dessous en s'assurant de laisser la case qui est tout à gauche vide. Donc comme vous pouvez voir, on peut encore voir le 5 qui est ici. Ensuite, vous allez venir à la case numéro 7 et puis prendre les tuiles décoration, comme ceci avec ce symbole-ci, puis on va les mélanger, et puis on va faire une pioche ici, et on va révéler les 4 premiers. Ensuite, vous allez venir ici à la case 8, et puis vous allez prendre toutes les tuiles pyramides, et puis former une pioche que vous pouvez placer à quelque part accessible à côté du plateau de jeu, et vous allez en révéler 3 et les placer ici. Avec les tuiles qui vous restent, vous allez former une pyramide de départ, dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes. Donc à 2 joueurs, votre pyramide va ressembler à ceci. À 3 joueurs, elle va être placée comme ceci. Et à 4 joueurs, on va simplement la placer comme ceci. Remarquez que j'ai placé ces tuiles au hasard, dans le sens que les tuiles peuvent être de n'importe quel côté. Les symboles, pour le moment, ça change rien. Ensuite, on va prendre ces tuiles découvertes, et puis on va les placer un peu partout autour du tableau. Si vous voulez être sûr d'avoir recouvert toutes les tuiles découvertes, regardez pour vous assurer que tous les symboles sont recouverts. Donc, on va placer une tuile découverte sur la case 7, la case 2, la case 4, la case 1, et puis enfin la case 3. Ensuite, on va placer des tuiles découvertes sur les paliers principaux des 3 temples. Notez qu'il y a 3 chiffres, comme on peut voir ici, 3, 4, 5. 3, ça va être si on est à 2 joueurs, 4, c'est si on est à 3 joueurs, et puis 5, c'est si on est à 4 joueurs. Donc, comme je vous ai dit, moi, je mets en place une partie pour 4 joueurs. Donc, je vais mettre 4 tuiles ici, 5 tuiles ici, 3 tuiles ici et 4 tuiles ici. On va faire la même chose sur la piste de l'allée des morts, et puis ici, peu importe le nombre de joueurs, on va en mettre 3, 2 et puis 1. 3, 2 et 1. Ensuite, vous pouvez créer des pioches avec les tuiles découvertes restantes parce qu'on va souvent aller en chercher des nouvelles pendant la partie. Ensuite, vous allez déterminer aléatoirement un premier joueur et lui donner cette petite plaquette et un cacao. Au joueur qui est assis à sa droite, on va lui donner la plaquette avec le nombre de joueurs qu'on est. Donc, vu que je fais une partie à 4 joueurs, je vais lui donner la plaquette numéro 4 ainsi que 3 cacao. Tous les autres joueurs vont recevoir 2 cacao et on va leur donner la plaquette qui correspond à leur ordre dans le tour. Ensuite, chaque joueur va prendre le plateau de couleurs ainsi que les dés de la même couleur. Donc les dés, on va les appeler des ouvriers à partir de maintenant, et les 12 jetons de la même couleur. Ensuite, chaque joueur va placer son dé de face 3 sur la roue de l'ascension, que je vous expliquerai bien sûr plus tard. Après ça, vous allez prendre 6 de vos jetons couleurs et les placer sur les cases suivantes. Donc la piste de l'allée des morts, vous allez en placer un sur chaque temple,
Vous allez en placer un aussi sur la piste de la pyramide et vous allez placer le dernier sur la case 0 autour du plateau de jeu et vous allez vous servir de ce jeton pour marquer vos points durant la partie. Le premier joueur aura comme ressource de départ 5 cacao, 1 bois, 2 pierres ainsi que 4 or. Vous allez ensuite placer un dé de force 2 dans la case 6, un dé de force 1 dans la case 2, puis vous mettez votre dernier ouvrier de force 1 sur le plateau 8. Le deuxième joueur, lui, va recevoir 5 cacao, 4 bois, ainsi qu'une pierre. Parmi ces conditions de départ, le deuxième joueur va aussi pouvoir augmenter de 1 sur les pistes de temple bleu et rouge. En augmentant de 1 sur ces deux pistes, le deuxième joueur va donc commencer avec 1 point de victoire, ainsi qu'une ressource de son choix, qui dans ce cas-ci, selon les règlements, serait de la pierre. Et on va le mettre à 1 sur la piste de score. Le deuxième joueur va donc mettre un dé de valeur 2 dans la case numéro 7, de force 1 dans la case numéro 2 et de force 1 dans la case numéro 3. Le troisième joueur va recevoir 4 cacao, 3 bois et 4 pierres. En plus de ces conditions de départ, le troisième joueur va aussi pouvoir avancer de 1 case sur la piste de l'allée des morts. Et il va aussi avancer de 1 sur la piste de temple bleu et ainsi, selon les règles, recevoir un or supplémentaire. Le troisième joueur va placer un dé de force 1 dans la case 1, un dé de force 1 sur la case numéro 2 et un dé de force 1 sur la case numéro 7. Et finalement, le quatrième joueur va recevoir 2 bois et 5 or. En plus de ses ressources de départ, le quatrième joueur va avancer de 1 case sur la piste de temple verte et ainsi recevoir un cacao de plus. Et pour finir, le dernier joueur va aussi placer un de ses jetons sur la dernière case de la case 5. Je vous expliquerai bien sûr plus tard c'est quoi l'effet de cette case. Et remarquez qu'il y a un petit symbole vert ici à côté de la case qui veut dire qu'on va l'avancer sur la piste de temple verte et ça va donc lui donner un cacao supplémentaire. Le quatrième joueur va placer un dé de force 1 sur la case numéro 3, un dé de force 1 sur la case numéro 4, ainsi qu'un dé de force 1 sur la case numéro 5. Notez que les ressources sont illimitées, donc si je devais prendre un bois à la réserve et qu'il n'y en avait plus, je peux prendre une de ces plaquettes et je pourrais dire exemple, ici j'en ai 5 bois. Si vous préparez une partie à 2 ou à 3 joueurs, donc on n'aurait pas les 4 dés en jeu. Exemple, si vous étiez 3 joueurs, vous prendrez donc les dés qui ne sont pas utilisés et puis vous prendrez des plaquettes comme ceci et puis en les révélant, vous prendrez 3 des chiffres ici pour placer ces dés à cet endroit-là. Je mettrai donc les dés dans la case 4, 5 et 6. Si j'étais 2 joueurs, alors à ce moment-là, je prendrais aussi encore une fois 2 plaquettes comme ceci. Je prendrais donc l'autre couleur inutilisée et je les placerai à ces cases-là respectivement sur le plateau de jeu. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes enfin prêt à commencer et puis espérons que vos invités sont pas partis en courant quand ils ont vu tout le temps que ça vous a pris pour mettre le jeu en place. Dans Teotihuacan, les joueurs vont accumuler du cacao, qui est un peu la monnaie d'échange de ce peuple, et en plus, ils vont récolter de l'or, du bois et de la pierre. Toutes ces ressources vont permettre aux joueurs de pouvoir accéder à certaines actions ou simplement pour permettre aux joueurs de récolter plus de points de victoire. Parce qu'au final, ce qui va compter, c'est pas les ressources, c'est pas le cacao, c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire qui va être déclaré vainqueur. Donc lorsque c'est votre tour, vous avez en fait 2 choix. Soit vous jouez un tour normal, ou soit vous passez votre tour et puis vous débloquez tous vos ouvriers. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire de débloquer un ouvrier dans un moment. Si vous choisissez de jouer un tour normal, alors vous devez prendre un de vos ouvriers et puis vous allez les déplacer de 1, 2 ou 3 cases dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez posé votre ouvrier sur une case, vous avez alors 3 choix d'action. Votre premier choix serait simplement de faire l'action qui est décrite sur la case que vous avez atterri. Votre deuxième option serait de récolter du cacao. Et votre troisième option serait de faire l'action adoration. Donc ça, c'est vos 3 choix d'action et puis je vais vous montrer comment faire sur le plateau de jeu. Lorsque vous voulez simplement faire une action qui est décrite sur une case, vous pouvez simplement prendre un de vos dés et vous déplacer vers cette case. Sachez que lorsque vous vous déplacez vers une case et que vous désirez faire l'action sur cette case, vous devez d'abord payer un nombre de cacao égal au nombre de couleurs d'ouvriers. Donc dans ce cas-ci, moi je déplace mon dé sur cette case et il y a 1, 2, 3 dés de couleurs différentes. Même si un des dés est déjà le mien. Donc je devrais payer 3 cacao à la banque pour faire l'action sur cette case. Si je décidais plutôt de faire la deuxième action qui serait de récolter du cacao, alors je me déplace sur la case et lorsque je termine ma course,
je vais regarder le nombre d'ouvriers de couleurs différentes présents sur la case et je vais ajouter 1 et puis je vais prendre ce nombre en cacao. Donc, dans cet exemple-ci, je déplacerai mon ouvrier ici et puis je pourrais récolter 4 cacao parce qu'il y en a 3 plus 1. Vous remarquerez certainement qu'autour du tableau, il y a certaines cases avec une clé dessus. Si une case a ce symbole, ça veut dire qu'on peut faire l'action adoration. Donc, si moi je déplace mon ouvrier dans cette case, je peux choisir de soit faire l'action, soit récolter du cacao, ou je peux décider de venir bloquer mon dé dans cette case. Je pourrais donc faire une de ces deux actions. On voit les flèches ici qui pointent en haut ou en bas. La première serait d'avancer un de mes jetons sur une des pistes temple de mon choix, ou je pourrais simplement prendre la tuile découverte en y payant le coût qui est écrit en haut à gauche. Cependant, c'est aussi possible de payer un cacao pour faire les deux options en même temps. Donc, je pourrais déplacer mon ouvrier dans cette case et payer un cacao pour faire cette action et payer un cacao additionnel pour pouvoir prendre la tuile qui est ici, vu que c'est le coût qui est en haut à gauche. Notez que vous verrez souvent ce symbole-ci avec l'astérix sur le plateau de jeu. Ce symbole veut simplement dire une ressource de votre choix. Donc, cette tuile découverte donnerait accès à 3 ressources de votre choix. C'est important de noter aussi que l'ouvrier qui est bloqué dans une case d'adoration ne va pas compter lors des 2 premières actions. Donc, exemple, si je déplace mon ouvrier ici pour récolter du cacao, je ne peux pas compter l'ouvrier rouge comme étant présent sur la case. Lorsque vous avez un ouvrier qui est bloqué dans une case adoration, on ne peut pas le déplacer dans les prochains tours. Si vous vouliez déplacer un de vos ouvriers dans une case adoration, mais qu'il y avait déjà un autre joueur qui était là, on peut payer un cacao pour le faire sortir de cette case et puis prendre sa place. Notez qu'on ne peut pas utiliser cette manœuvre pour déplacer un de nos propres ouvriers. Si vous avez plusieurs ouvriers qui sont bloqués de cette manière, autour du plateau de jeu, vous pouvez décider à votre tour de payer 3 cacaos à la banque pour tout débloquer vos ouvriers. Comme je l'ai mentionné auparavant, c'est aussi possible de simplement passer son tour et puis débloquer tous vos ouvriers gratuitement. Il y a 8 cases d'action dans Teotihuacan et je vais tenter de vous les expliquer en me référant au numéro de la case. La case numéro 1 est la seule case à n'avoir aucune action, c'est simplement 3 espaces pour faire l'action adoration. Donc, c'est les mêmes conditions pour faire l'action adoration. Vous allez bloquer un personnage sur une de ces 3 cases et vous pouvez aussi, pour un cacao supplémentaire, prendre la tuile découverte qui est ici. À tout moment, lorsque vous prenez une des tuiles découvertes, n'oubliez pas de les remplacer par une nouvelle tuile immédiatement. Je vais vous laisser par vous-même regarder en temps et lieu ce que les différents symboles de ces adorations veulent dire. Les cases 2, 3 et 4 sont des cases ressources où on va récolter soit du bois, soit de la pierre ou soit de l'or, et ils fonctionnent de manière très similaire. À mon tour, si je décide de faire cette action en déplaçant mon ouvrier sur cette case, je vais devoir me fier au tableau qui est ici. Si je n'ai qu'un ouvrier sur la case, je vais regarder sur la première ligne du haut et je vais regarder la force de mon ouvrier pour déterminer la colonne. Donc dans ce cas-ci, si je décidais de faire l'action, je recevrais un cacao. Si c'était mon deuxième ouvrier à venir sur la case, alors je pourrais regarder la deuxième ligne. Par contre, pour la valeur des ouvriers, on doit d'abord regarder quel dé a la plus petite valeur et se fier à celle-ci. J'aurais donc 2 ouvriers de valeur moindre, une, ça me ferait un bois. Vous verrez ce symbole à beaucoup d'endroits sur le plateau de jeu. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que vous aurez fait l'action, vous pouvez augmenter la force de votre ouvrier. Donc, dans ce cas-ci, je récolterai un cacao et je monterai cet ouvrier-là de valeur 1 à valeur 2. Si j'avais déjà 2 ouvriers présents sur cette case et que je déplaçais un 3e ouvrier, à ce moment-là, je récolterais les 2 ressources ici et je pourrais augmenter 2 ouvriers de mon choix. Je pourrais choisir de faire un 2 et un 3 ou je pourrais simplement faire 3, 3 et puis garder mon 1. C'est à vous de choisir quel ouvrier vous voulez augmenter d'une force. Si je me déplaçais sur cette case avec un ouvrier de force 5, je prendrais donc 2 bois ici et je devrais augmenter la valeur à un 6. Lorsqu'un ouvrier atteint une force de 6, il va s'élever. Lorsqu'un de vos ouvriers arrive à une force de 6, vous allez pouvoir venir chercher une récompense sur la roue de l'élévation. Vous pouvez prendre soit 5 cacaos, monter un de vos jetons sur la piste de temple de votre choix. Vous pouvez prendre 5 points de victoire. Vous pouvez aussi choisir de monter à 2 endroits sur les temples en payant 3 cacaos. Notez que vous pouvez aussi décider de monter 2 fois sur le même temple. Et pour finir, vous pouvez recevoir 2 cacaos et prendre un ouvrier de force 3 que vous rajouterez sur le plateau de jeu. Lors d'une élévation, en plus de prendre une récompense, vous allez aussi augmenter de 1 votre marqueur sur l'allée des morts.
Et vous allez aussi déplacer d'une case le marqueur blanc vers le marqueur noir sur la piste du calendrier. Et pour finir, vous allez prendre votre ouvrier de force 6 et le transformer en ouvrier de force 1 et le placer sur la case 1. Si vous aviez choisi comme récompense l'ouvrier de force 3 additionnel, alors vous allez le placer aussi sur la case numéro 1. Lorsqu'on pose un ouvrier sur la case numéro 5, on peut choisir un des 3 bonus qui va nous servir pour le restant de la partie. On peut faire ceci en payant le coût de 1 or et en posant un de nos jetons sur la case, ce qui indique que nous avons cette habilité jusqu'à la fin de la partie. Une fois que vous possédez une habilité et qu'un autre joueur viendrait mettre le même jeton sur votre case, vous feriez 3 points de victoire pour chaque joueur additionnel qui fait la même habilité que vous. Encore une fois, je vais vous laisser découvrir par vous-même ce que chaque amélioration représente. Notez que chaque bonus a une couleur de temple associée, donc si je viens me mettre sur ce bonus-ci, alors je vais m'augmenter de 1 sur la piste du temple bleu. Si je devais poser un deuxième ouvrier sur cette case, alors j'aurais accès aux 3 bonus qui sont en dessous, qui me coûteraient 2 or au lieu de 1, mais qui sont en général mieux. Notez qu'il est aussi possible d'accéder à ces 3 bonus avec un ouvrier de valeur 4 ou 5. Par contre, il ne pourra pas augmenter de force à la fin de son action. La case numéro 6 vous permettra d'aller chercher un bâtiment sur la piste des bâtiments et venir l'inclure sur une des 3 lignes. Vous devez placer les bâtiments de gauche à droite et la case que recouvre votre bâtiment représente le nombre de points de victoire que vous allez vous accorder. Le fait d'avoir un deuxième ouvrier ne veut pas dire que je peux mettre 2 bâtiments, mais que je vais pouvoir construire sur la deuxième ligne du bâtiment, ce qui va en général rapporter plus de points. Même chose pour le 3e ouvrier, je pourrais venir ici sur la dernière ligne en bas. Notez que de construire un bâtiment va vous coûter 2 bois, mais vous avez le droit de monter d'une case sur la piste de l'allée des morts. Sur la case numéro 7, vous pouvez payer 3 or pour pouvoir ajouter une décoration de votre choix sur la pyramide. Chaque fois que vous complétez cette action, vous recevrez d'office 3 points de victoire. L'effet d'avoir 2 ou 3 ouvriers sur cette case va réduire le coût des 3 or. Aussitôt que vous enlevez une tuile décoration, n'oubliez pas de la remplacer. Lorsque j'ajoute une décoration sur la pyramide, je dois le faire en respectant l'ordre des paliers. Donc si je veux mettre une décoration ici, sur cet étage-ci, je ne peux pas parce qu'il faut d'abord en mettre un sur le premier étage. De plus, remarquez que les tuiles de décoration ont une flèche qu'il faut qu'ils pointent vers l'intérieur de la pyramide. Donc dans ce cas-ci, je devrais la placer au premier étage ici et je ferai un point bonus pour le nombre de symboles que j'enligne correctement. En plus de ça, si le symbole que j'enligne a une couleur, je peux avancer sur la piste de temple de cette couleur. Donc ensuite, on pourrait ajouter une décoration ici et une ici. Mais je pourrais pas rajouter une tuile décoration à côté de celle-ci parce qu'il faut toujours respecter le palier des pyramides. Lorsque vous placez une décoration sur la pyramide, n'oubliez pas d'augmenter votre marqueur de une case sur la piste de pyramide. Donc en vous déplaçant sur la case 8, vous pouvez ajouter une tuile sur la pyramide. Notez que dépendamment de quel niveau vous allez construire cette pyramide, il y aura différents coûts de construction. Si vous posez une tuile de pyramide sur le premier niveau, elle vous coûtera 2 pierres et vous recevrez 1 point de victoire. Le deuxième niveau va vous coûter 2 pierres et 1 bois et vous rapporterez 3 points de victoire. Et ainsi de suite pour les 2 autres niveaux de la pyramide. Si vous avez 2 ouvriers sur la case, vous pouvez ajouter 2 tuiles à la pyramide. Même chose pour 3 ouvriers, alors 3 tuiles pyramide. N'oubliez pas qu'à la fin de votre tour, vous allez augmenter un dé d'une force. Lorsque vous ajoutez une tuile sur la pyramide, vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Vous ferez des points bonus pour chaque symbole que vous arrivez à enligner avec celui qui se trouve dessous. Donc exemple, si je plaçais cette tuile sur cet espace-ci, je ferais 1, 2, 3 points, car j'ai les 3 mêmes symboles ici. Donc placer cette tuile-ci me donnerait 3 points additionnels. De plus, si j'ajoute un symbole qui a une couleur, donc si j'arrive à jumeler 2 symboles et que celui sur le dessus a une couleur, alors je peux avancer mon marqueur sur le temple de cette couleur. Vous pouvez placer les tuiles pyramides à n'importe quel étage, en autant que vous respectez la consigne qu'il faut mettre la tuile à l'intérieur des croix. Donc exemple, je pourrais la placer ici si je voulais. Comme vous pouvez voir, ici, il y a 3 croix, donc je pourrais pas le mettre comme ça. Comme avec les décorations, une fois que vous aurez placé une tuile sur la pyramide, n'oubliez pas d'augmenter votre marqueur d'une case sur la piste pyramide. Lorsque vous avancez un de vos marqueurs sur une des pistes temple ou sur l'allée des morts et que vous passiez par une étape majeure comme celle-ci où vous avez plein de tuiles découvertes, vous pouvez
regarder tous les tuiles et choisir d'en prendre une de ceux-ci. Si aucune ne vous intéresse, vous pouvez simplement prendre la récompense qui est dessous cette section. Lorsque vous arrivez en haut des 3 pistes temples, il y a des effets additionnels. Exemple, si vous arrivez sur l'avant-dernière case d'un de ces 3 temples, vous pourrez ajouter cette récompense à votre score final une fois que la partie sera finie. Donc elle ne prendra pas effet immédiatement, mais va être scorée à la fin de la partie. Si un joueur se rend jusqu'en haut de la piste d'un temple, elle devient bloquée. Il ne peut y avoir qu'un joueur qui prend la dernière récompense de les 3 temples. Donc le joueur rouge ici ne pourrait pas avoir accès à cette récompense. Lorsque chaque joueur a joué un tour, on va avancer le marqueur blanc, qui est le marqueur soleil, d'une case sur la piste du calendrier. Lors d'une élévation ou lors d'une fin de tour, si vous deviez placer le jeton soleil sur le jeton lune, vous déclencherez alors une éclipse. Si le jeton soleil atteint le jeton lune lors du tour du dernier joueur, alors vous allez jouer un tour supplémentaire avant de déclencher l'éclipse. Si le jeton soleil atteint le jeton lune sur le tour de n'importe quel autre joueur, alors vous allez finir ce tour-là et jouer un tour additionnel avant de déclencher les effets d'une éclipse. Lorsqu'une éclipse est déclenchée, vous allez ajouter de nombreux bonus. Ces différents bonus sont illustrés ici, sous la piste du calendrier. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le plus petit chiffre sur la piste des bâtiments et vous allez donner ce nombre de points pour chaque case que les joueurs ont parcouru sur la piste de l'allée des morts. Donc dans ce cas-ci, le jaune ferait 3 points, 6 points pour le noir et 9 points pour le rouge. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va donner 4 points de victoire au joueur qui est le plus avancé sur la piste de la pyramide. Donc dans ce cas-ci, le jaune ferait 4 points. Et ensuite, on va donner des points à chaque joueur selon le nombre de cases qu'ils ont parcouru sur cette même piste. Donc lors du premier éclipse, c'est 4 points pour chaque étape de la piste pyramide. Donc le joueur jaune ferait 20 points, le rouge et le bleu feraient 12 points et le noir ferait 4 points. Lors du deuxième éclipse, ce sera 3 points par étape et lors du troisième et dernier éclipse, ce sera 2 points par étape de la piste pyramide. Une fois que vous avez calculé les points, vous les retournez tous à la case 0 pour commencer la prochaine manche. Ensuite, après chaque éclipse, vous allez faire des points dépendamment du nombre de masques que vous avez collectionnés jusqu'à présent. Notez qu'on ne peut avoir qu'une fois le même masque dans une même série. Donc ici, j'aurai une série de 4 masques différents et une série de 2 masques différents. Le nombre de points pour les masques, on peut le voir au-dessus de la piste des bâtiments. Donc comme j'avais dit avant, j'avais 4 masques, donc 10 points pour la première série, et 2 masques, donc 3 points, pour un total de 13 points après la première éclipse. Il est important de noter que les masques, on les garde, on ne va jamais s'en débarrasser. Donc si on fait ces points après la première éclipse, on va faire les mêmes points après le deuxième et potentiellement plus. Vous devez ensuite payer un salaire à tous vos ouvriers. Donc si vous avez des ouvriers de force 1, 2 ou 3, vous allez payer 1 cacao chaque. Et pour tous ceux qui sont de force 4 et 5, vous allez payer 2 cacao chaque. Si vous n'arrivez pas à payer le salaire de vos employés, vous perdez alors 3 points de victoire pour chaque ouvrier non payé. Ensuite, on va replacer le marqueur blanc, soleil, sur la case 0 du calendrier et on va reculer le marqueur noir ou le marqueur lune de une case pour commencer la prochaine manche. Et on va répéter la même action une fois qu'on aura fini la deuxième manche. D'après la deuxième éclipse, on va tomber à 10 si vous jouiez à 4 joueurs, bien évidemment. Donc en gros, peu importe le nombre de joueurs que vous êtes, chaque manche que vous allez recommencer après une éclipse, vous allez diminuer de 1 le marqueur lune. Donc la partie se termine de soit 2 façons différentes, soit vous complétez 3 éclipses et après le troisième éclipse, on finit le pointage du troisième éclipse et la partie est terminée. La deuxième façon que la partie peut prendre fin, c'est si un joueur pose la dernière tuile sur la pyramide. Alors à ce moment-là, on va avancer le jeton soleil jusque sur le jeton lune et on va déclencher l'éclipse finale de fin de partie. Et puis inquiétez-vous pas, même si je vous ai pas expliqué chaque symbole, vous pouvez les retrouver à l'arrière du livret de règles, ici et puis ici. Ils sont tous très bien expliqués, donc faites donc un peu de lecture. Donc maintenant, on va répondre à la question, on joue-tu à Teotihuacan? Je peux vous dire que ce genre de jeu, c'est pas le jeu que j'ai le plus dans ma collection. Des jeux de 2 heures qui sont assez longs, c'est rare que je vais sortir ça pendant des soirées jeux, surtout qu'en général, on est plus que 4 joueurs. Mais je peux vous dire tout de suite, je regrette vraiment pas d'avoir ce jeu dans ma collection, je le trouve excellent, et puis je vais vous expliquer pourquoi. Même si le jeu est 2 heures, vous allez voir que quand c'est votre tour, ça va tellement vite parce que c'est qu'une action. Donc on fait quelque chose, ça passe tout de suite à l'autre joueur, et puis ça tourne très très vite. Donc ça veut
dire que c'est rare qu'il y a des moments où tu attends 10 minutes pendant que ton adversaire il pense à une stratégie puis il se dit « Ah mais attends, si je fais ça, je peux... » Non, on a déjà le temps d'y penser puis avant que ça soit à nous de jouer, on est déjà prêt. En plus de ça, il y a tellement de différentes façons de faire des points de victoire que je pense que ça doit être difficile d'avoir une stratégie qu'on se dit « Ah ben ça marche tout le temps. » Avec toutes les actions possibles sur le tableau, c'est rare qu'on va se dire pendant un tour « Ben là, je peux rien faire ce tour-ci. » Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour s'avancer. Il y a peut-être toujours des choses qu'on pourrait faire qui seraient mieux que d'autres, mais il y a au moins toujours une option qu'on a pour nous améliorer dans la partie. Pour le moment, j'ai que testé ce jeu à 3 joueurs et puis je vous avoue que je pense qu'à 4 joueurs, c'est encore mieux parce que les ouvriers qui sont sur le plateau de jeu, qui sont neutres, servent un peu à rien, puis j'imagine que quand ils sont contrôlés par un humain, ça rend la partie encore plus dynamique. Donc si vous êtes capable de réunir 4 amis un après-midi et puis que vous voulez un bon jeu pour 2-3 heures, Teotihuacan, c'est un excellent choix, donc je vous le suggère fortement. Et puis en plus, dans le livret de règles, il vous donne des variantes au cas où vous vous lasserez de votre façon de jouer. Ça peut toujours rajouter quelques éléments qui rend la partie peut-être plus dynamique. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Teotihuacan. J'espère que vous avez au moins appris comment jouer au jeu. Et si vous avez déjà joué à Teotihuacan, j'aimerais bien savoir votre avis sur ce jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un bon long jeu? Un bon long jeu? Ouais, un bon long jeu. Et sinon, c'est quoi vos jeux longs préférés? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous voyez tous mes vidéos, mes top 5 et puis mes On joue dessus. Et puis, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue dessus.